Aux funérailles de ma fille, ma mère a dit, elle est morte parce que tu étais trop occupé à courir après les hommes. Les proches acquiesçaient. Mon ex a ajouté, elle a toujours été une mère égoïste. Je ne pouvais plus respirer. Puis mon fils de 10 ans a dit, grand-mère, veux-tu que je montre à tout le monde la vidéo que tu l'as fait enregistrer cette nuit-là? L'église est devenue silencieuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le salon funéraire ne m'avait jamais paru aussi petit. Des centaines de personnes s'entassaient sur les bancs en bois, leurs vêtements noirs les faisant ressembler à des corbeaux rassemblés pour un terrible événement. L'odeur des lys était si épaisse que j'en avais le goût dans la bouche. Ma fille de 8 ans, Mera, reposait dans un cercueil blanc à l'avant de l'église, ses petites mains jointes sur son lapin en peluche préféré, celui qu'elle avait baptisé Monsieur Marel quand elle avait 3 ans. Ses médailles de gymnastique étaient disposées autour d'elle, captant la lumière des vitraux. On aurait dit qu'elle dormait, mais sa poitrine ne se soulevait pas au rythme de ses petites respirations qui me réconfortaient lorsque je venais la voir la nuit. J'étais debout au premier rang, les jambes tremblant si fort que je devais m'agripper au banc devant moi. Le pasteur disait quelque chose sur les anges au paradis, mais ces mots me parvenaient comme s'ils venaient de sous l'eau. Tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était son immobilité, à quel point cela semblait anormal, comment ses cheveux étaient coiffés différemment de ce qu'elle aimait, parce que le directeur des pompes funèbres ne savait pas qu'elle détestait avoir sa frange coiffée en arrière. Puis la voix de ma mère a percé le silence, tranchante, claire et accusatrice. Voilà ce qui arrive quand les mères se font passer en premier, annonça Ranata assez fort pour que toute l'église l'entende. Elle est morte parce que Vera était trop occupée à courir après les hommes pour la surveiller correctement, trop occupée avec ses applications de rencontres et ses gardes de nuit pour remarquer que sa propre fille avait besoin d'elle. Le pasteur s'est arrêté au milieu de sa phrase. Toutes les têtes dans l'église se sont tournées pour fixer ma mère, puis moi. Le silence était assourdissant. J'ai senti mes genoux fléchir, ma vision s'assombrissant sur les côtés. Mon frère, Gareth, s'est agité mal à l'aise sur son siège, mais ne m'a pas défendu. Sa femme, Félicia, a même hoché la tête en signe d'approbation. J'avais prévenu tout le monde que cela arriverait, a continué ma mère, maintenant debout, s'adressant à la congrégation comme si elle témoignait. J'ai dit au tribunal des divorces qu'elle était une mère inapte, mais personne ne m'a écouté. Et maintenant regardez, ma petite fille est morte parce que sa mère n'a pas daigné s'occuper de ses besoins médicaux de base. Preston, mon ex-mari, s'est levé de son banc de l'autre côté de l'allée. Ranata a raison, dit-il, sa voix portant ce même ton moralisateur qu'il avait utilisé lors de nos audiences pour la garde. Je me suis battu pour la garde parce que je savais que Vera était négligente. Elle a toujours été une mère égoïste, faisant passer sa carrière et sa vie sociale avant nos enfants. J'ai les documents du tribunal pour le prouver. Le juge aurait dû nous écouter quand nous l'avons prévenu. J'ai eu l'impression que ma poitrine s'effondrait. Je ne pouvais plus respirer. Ma propre mère et mon ex-mari étaient là, aux funérailles de ma fille, en train de dire à tout le monde que je l'avais tuée. Les murmures ont commencé immédiatement. Je pouvais en saisir des fragments. J'ai toujours su que quelque chose clochait. Pauvre petite fille. Certaines personnes ne devraient pas avoir d'enfants. Comment peut-elle vivre avec ça? Tante Félicia se leva à son tour. Nous avons tous vu les signes, ajouta-t-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Vera refilait toujours ses enfants à des babysitters, travaillait toujours tard, avait toujours une excuse pour ne pas assister aux événements scolaires. Ce pauvre bébé devait se sentir si négligé. Oncle Gareth a finalement pris la parole, bien qu'il soit resté assis. Maman a essayé d'aider, dit-il en désignant Ranata. Elle a proposé de prendre les enfants tant de fois, mais Vera était trop fière, trop têtue, et maintenant Mera a payé le prix de l'égoïsme de sa mère. L'église semblait tourner. Une centaine de visages me fixaient avec jugement, dégoût, certains avec une pitié presque pire encore. Ces gens me connaissaient depuis toujours. Ils m'avaient vu grandir dans cette église, m'y marier, y baptiser mes 2 enfants. Maintenant, ils regardaient ma mère me détruire systématiquement aux funérailles de ma fille. C'est alors que Jonas s'est levé. Mon fils de 10 ans, qui était assis à côté de moi si silencieusement que j'avais presque oublié sa présence, s'est mis debout. Son petit visage était calme, déterminé d'une manière qui le faisait paraître plus âgé que son âge. Il a sorti son téléphone de sa poche et l'a tenu assez haut pour que tout le monde puisse le voir. « Grand-mère Ranata », dit-il, sa jeune voix perçant les murmures et les hoquets de surprise. « Devrais-je montrer à tout le monde la vidéo de cette nuit-là ?
Celle où tu as pris l'inhalateur de Mera et l'a caché? Celle où tu as forcé maman à te supplier pendant que Mera se mourait par terre? L'église est devenue complètement silencieuse. Pas même une toux ou un bruit de pied. J'ai 43 minutes d'enregistrement, continua Jonah, sa voix stable et claire. Chaque seconde, depuis le moment où tu as dit que Mera simulait sa crise d'asthme jusqu'à ce que l'ambulance arrive enfin. Vous voulez voir ce qui est vraiment arrivé à ma sœur? Le visage de ma mère s'est vidé de toute couleur. La bouche de Preston s'est ouverte. Toute la congrégation a semblé retenir son souffle d'un seul coup, attendant de voir ce qu'un garçon de 10 ans était sur le point de révéler sur la nuit où sa sœur était morte. 3 jours avant de me tenir dans cette église, je vivais une vie complètement différente. C'était mardi matin, et je venais de terminer une garde de 12 heures de nuit au Riverside Medical Center. Ma blouse sentait l'antiseptique, et l'épuisement pesait sur chaque os de mon corps. Mais j'ai souri en voyant la photo de Mera et Jonah sur la porte de mon casier. Mera avait perdu sa dent de devant la semaine précédente, et son sourire édenté illuminait cette photo comme un rayon de soleil. Être mère célibataire et infirmière de nuit n'était pas facile. Mais nous avions trouvé notre rythme. Le divorce avec Preston avait été finalisé 8 mois plus tôt, et malgré ses tentatives pour me dépeindre comme une mère instable au tribunal, j'avais conservé la garde principale. Preston avait les week-ends, qu'il annulait généralement à la dernière minute pour des voyages d'affaires urgents qui, d'après son Instagram, étaient en réalité des week-ends de golf avec sa nouvelle petite amie, Stéphanie. Ma mère, Ranata, avait même témoigné contre moi lors de l'audience pour la garde. Vera a des horaires inappropriés, avait-elle dit au juge. Elle laisse ses enfants avec des étrangers. Elle a eu 3 rendez-vous galants le mois dernier. Ses priorités sont clairement confuses. Le juge avait pris note de ses préoccupations, mais avait finalement statué en ma faveur, bien que l'avocat de Preston se soit assuré que son témoignage fasse partie du dossier permanent. Ce mardi-là devait être simple. Mera avait gymnastique à 16 heures, son moment préféré de la semaine. Elle travaillait sur sa souplesse arrière depuis des mois et l'avait enfin réussi le jeudi précédent. Son entraîneuse, mademoiselle Diana, disait qu'elle était une gymnaste née. Cette fille a des ressorts dans les pieds et de la joie dans le cœur, m'avait-elle dit. Elle pourrait aller loin si elle continue. Jonah avait son club d'échecs après l'école jusqu'à 17 heures, ce qui me laissait généralement juste assez de temps pour dormir de 8 heures du matin à 14 heures, puis me lever et gérer la routine du soir. Mais ce jour-là, j'avais été réquisitionné pour rester 2 heures de plus à l'hôpital en raison d'un accident de la route impliquant plusieurs voitures qui avaient inondé notre service d'urgence. Je ne rentrerai pas avant 17 heures. J'avais appelé ma mère à 6 heures du matin, détestant avoir besoin de son aide. « Maman, je suis coincé au travail. Peux-tu aller chercher Mera à la gymnastique à 17 heures? Juste pour cette fois. Je serai à la maison à 17h15 au plus tard. » Son soupir était lourd de jugement. « C'est exactement ce que je veux dire, Vera. Tu ne sais pas gérer ta vie. Quelle mère n'organise pas une garde d'enfants adéquate? Maman, s'il te plaît. C'est une urgence. Il y a des gens qui meurent ici, littéralement. D'accord, mais nous allons avoir une conversation sérieuse sur tes choix de vie. Ce travail que tu as est en train de détruire ta famille. D'abord Preston est parti, et maintenant tu arrives à peine à gérer les simples horaires de récupération. Je me suis mordu la langue si fort que j'en ai saigné. Merci, maman. Son inhalateur est dans son sac de sport au cas où. Le temps a tendance à déclencher son asthme ces derniers temps. J'ai élevé 2 enfants, Vera. Je pense savoir comment gérer une simple récupération. Le reste de ma garde s'est déroulé dans un flou. Un adolescent éjecté d'une voiture, un homme âgé faisant une crise cardiaque, un ouvrier du bâtiment avec un doigt sectionné. Quand je suis enfin parti à 17h10, encore en blouse car je n'avais pas eu le temps de me changer, tout ce que je voulais, c'était serrer mes enfants dans mes bras et m'effondrer dans mon lit. Le trajet jusqu'à la maison a duré exactement 7 minutes. Je m'en souviens parce que j'ai regardé chaque seconde rouge s'égrener sur l'horloge de mon tableau de bord, l'anxiété montant le long de ma colonne vertébrale sans que je puisse en nommer la raison. Peut-être était-ce l'intuition maternelle. Peut-être était-ce simplement l'épuisement qui me rendait paranoïaque, mais quelque chose n'allait pas. Je me suis garé dans mon allée à 17h17. La Lexus argentée de ma mère était garée de travers, occupant la moitié de la pelouse. C'était inhabituel. Ranata était obsessionnellement maniaque du stationnement. La porte d'entrée était entr'ouverte, ce qui était également étrange. Ma mère croyait aux portes verrouillées et aux rideaux tirés, l'intimité avant tout. « Maman !» ai-je appelé en poussant la porte. « Les enfants !»
Le salon était trop silencieux. Pas de télévision, pas de rire, pas le son de Mera s'entraînant à sa routine au sol sur le tapis comme elle le faisait habituellement après la gymnastique. Juste un silence oppressant qui me donnait la chair de poule. Puis je les ai vus. Ma mère, assise raidement sur le canapé, son sac à main serré sur ses genoux, sa bouche formant cette ligne fine qui signifiait que quelqu'un l'avait déçue. Jonah, plaqué contre le mur près de la bibliothèque, le visage pâle, les yeux écarquillés par quelque chose qui ressemblait à de la terreur. Et Mera, par terre près de la table basse, le visage rouge vif, la poitrine se soulevant avec des respirations laborieuses qui semblaient à peine faire entrer de l'air, ses lèvres déjà bleutées. Ma magnifique fille pleine de vie se noyait dans son propre salon, et ma mère ne faisait que regarder. « Elle fait du cinéma », annonça ma mère avant même que je puisse comprendre ce que je voyais. Je lui ai dit pas de télé avant d'avoir rangé sa chambre, et elle a immédiatement commencé cette comédie. Voilà ce qui arrive quand on ne maintient pas une discipline appropriée, Vera. Elle pense qu'elle peut se soustraire aux conséquences par la manipulation. Je suis tombé à genoux à côté de Mera, ma formation médicale prenant le dessus alors même que mon cœur de mère se brisait. Sa respiration était superficielle, rapide et inefficace. Sa petite poitrine travaillait si fort que je pouvais voir chaque côte à chaque tentative désespérée d'inspirer. Le sifflement provenant de ses poumons ressemblait à un sifflet cassé. Ce n'était pas une crise d'angoisse ni un caprice. C'était une crise d'asthme sévère, pire que toutes celles qu'elle avait eues auparavant. Où est son inhalateur ? Je me suis précipité sur son sac de sport, en vidant le contenu sur le sol. Juste au corps, bouteille d'eau, élastique à cheveux, mais pas d'inhalateur. Maman, où est son inhalateur de secours ? Je l'ai pris, dit Ranata calmement, comme si elle parlait de la météo. Elle faisait semblant d'en avoir besoin toutes les 5 minutes. Je reconnais la manipulation quand je la vois, Vera. Tu étais exactement pareil à son âge, toujours à trouver une maladie ou une blessure pour attirer l'attention. Mes mains tremblaient tandis que je courais vers la cuisine, ouvrant brusquement l'armoire à pharmacie où nous gardions un inhalateur de rechange. Vide. J'ai sprinté jusqu'à la salle de bain. Rien. La respiration sifflante de Mera s'aggravait. Sa peau prenait maintenant une teinte grisâtre qui me glaça le sang. « Maman, où l'as-tu mis ?» ai-je crié en retournant en courant dans le salon. « Elle en a besoin maintenant. » Il est en lieu sûr où elle ne peut pas l'utiliser pour se soustraire à ses responsabilités, répondit ma mère en sortant son téléphone. Et ne lève pas la voix sur moi. Je documente tout cet épisode. Le tribunal doit voir comment tu gères de simples situations disciplinaires, toute cette hystérie pour une enfant qui retient sa respiration. J'ai attrapé mon téléphone et composé le 911, le mettant sur haut-parleur tout en positionnant Mera pour l'aider à respirer. 911, quelle est votre urgence ? Ma fille fait une grave crise d'asthme, elle a 8 ans. Elle est cyanosée et son inhalateur nous a été caché. J'ai besoin d'une ambulance au 427 Maple Avenue, maintenant. Madame, nous envoyons les services d'urgence immédiatement. Est-elle consciente ? Les yeux de Mera étaient ouverts mais son regard était vide, ses petites mains se griffant la gorge comme si elle pouvait physiquement ouvrir ses voies respiratoires. Oui, mais elle réagit à peine. Elle est sans médicaments depuis une durée inconnue, peut-être 20 minutes ou plus. Ma mère s'est levée, la caméra de son téléphone pointée sur moi. Dis-leur la vérité, Vera. Dis-leur que tu as oublié de renouveler son ordonnance parce que tu étais sortie avec cet homme de l'hôpital le week-end dernier. Dis-leur que tu as négligé ses besoins médicaux. Maman, arrête, cria soudain Jonah depuis son coin. Mera est en train de mourir. Tu ne vois pas qu'elle est en train de mourir ? Ne sois pas dramatique, Jonah. Ta sœur va bien. C'est ce qu'elle fait quand elle ne veut pas suivre les règles. Ta mère a encouragé ce comportement bien trop longtemps. Ranata s'est approchée avec son téléphone. Vera, regarde la caméra. Admets que tu as été une mère absente. Admets que tu donnes la priorité à ta vie sociale plutôt qu'au bien-être de tes enfants. J'ai essayé de l'ignorer, me concentrant sur Mera. J'avais commencé le bouche à bouche, essayant de forcer l'air dans ses poumons contractés. Entre 2 insufflations, j'ai supplié. Maman, s'il te plaît. Si tu as le moindre amour pour ta petite fille, donne-moi l'inhalateur. S'il te plaît, je t'en supplie. Pas avant que tu ne dises la vérité face à la caméra. Dis-le, Vera. Dis que tu es une mère inapte. Dis que tu ne devrais pas avoir la garde. Dis que Preston avait raison à ton sujet. Le corps de Mera commençait à devenir mou. Le sifflement s'estompait. Non pas parce qu'elle allait mieux, mais parce qu'elle était trop faible pour se battre.
J'entendais des sirènes au loin, mais elles semblaient si lointaines. D'accord, sanglotai-je, regardant directement sa caméra tout en essayant de respirer pour ma fille. Je suis une mère horrible. Je travaille trop. Je suis égoïste. Tout ce que tu veux que je dise, je le dirai. Donne-moi juste l'inhalateur. Sois précise, ordonna ma mère. Parle-leur du week-end dernier. Parle-leur des 3 hommes que tu as fréquentés. Dis-leur comment tu laisses les enfants avec des étrangers. Les sirènes se rapprochaient. Jonah s'était déplacé de son coin et je l'ai vu tenir son propre téléphone, mais j'étais trop concentré sur Mera pour réaliser ce qu'il faisait. J'ai eu un rendez-vous samedi dernier, ai-je pleuré, les mots s'arrachant de ma gorge entre 2 insufflations. J'ai eu 3 rendez-vous depuis le divorce. J'ai recours à des babysitters quand je travaille. C'est ça que tu veux entendre? S'il te plaît. Ma mère a souri, une expression froide et satisfaite. L'inhalateur est dans mon sac à main. Mais je pense que nous avons tous appris une leçon précieuse aujourd'hui sur les actions et leurs conséquences. Les ambulanciers ont fait irruption par la porte au moment même où elle prononçait ces mots. Leur équipement et leur professionnalisme ont rempli la pièce comme un salut arrivant trop tard. Les ambulanciers ont agi avec une efficacité rodée, plaçant immédiatement un masque à oxygène sur le visage de Mera et lui administrant de l'épinéphrine dans la cuisse. Depuis combien de temps est-elle sans son médicament? A demandé le chef d'équipe tandis que son partenaire posait une perfusion. Au moins 20 minutes, ai-je dit, la voix brisée. Peut-être plus. Ma mère a pris son inhalateur et ne voulait pas me dire où il était. Les yeux de l'ambulancier ont brillé d'un mélange d'incrédulité et de rage, mais il est resté concentré sur Mera. Nous devons y aller maintenant. Elle est en insuffisance respiratoire sévère. Ils ont soulevé mon bébé sur le brancard, son petit corps semblant encore plus minuscule, entouré d'équipement médical. Je suis monté dans l'ambulance tandis que ma mère suivait dans sa voiture avec Jonah. Pendant le trajet, j'ai tenu la main de Mera et j'ai regardé les ambulanciers travailler, insérant des tubes respiratoires, injectant des médicaments, leur visage grave et concentré. Au Riverside Medical Center, mon propre lieu de travail, les visages de mes collègues sont devenus blêmes quand ils m'ont vu arriver en titubant derrière le brancard de Mera. Le docteur Patel, qui avait déjeuné avec moi à peine 18 heures plus tôt, a immédiatement pris les choses en main. Vera, on s'occupe d'elle. Va dans la salle d'attente 3. Je te tiendrai au courant dès que possible. La salle d'attente s'est rapidement remplie. Ma mère est entrée la première, tenant toujours son téléphone, filmant toujours. Voilà ce qui arrive quand on laisse des enfants à des personnes incompétentes, a-t-elle annoncé à personne en particulier. Si je n'avais pas été là, qui sait ce qui serait arrivé? Jonah s'est assis à côté de moi, serré contre mon flanc. C'est là qu'il a murmuré les mots qui allaient tout changer. Maman, je dois te montrer quelque chose. Il a sorti son téléphone, jetant un regard nerveux à sa grand-mère. J'ai tout filmé, depuis que grand-mère a pris l'inhalateur de Mera jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Qu'est-ce que tu veux dire, mon chéri? Quand nous sommes rentrés de l'école, Mera a demandé son inhalateur parce qu'elle se sentait oppressée. Grand-mère a dit qu'elle simulait et l'a pris de son sac à dos. J'ai commencé à filmer parce que quelque chose me semblait anormal. Je me suis caché derrière le canapé et j'ai continué à filmer quand grand-mère t'a fait dire toutes ces choses pendant que Mera était par terre. Mon frère Garrett est arrivé avec sa femme Felicia. Tous deux se sont immédiatement dirigés vers ma mère. Ranata nous a appelés, a dit froidement Garrett. Elle a dit que tu avais eu une sorte de crise de nerfs quand Mera a eu une légère crise d'asthme. Légère? Je me suis levé, tout mon corps tremblant. Elle était en insuffisance respiratoire. Maman a caché son inhalateur pour la punir. Ne sois pas ridicule, intervint Felicia. Ta mère ne mettrait jamais un enfant en danger. Tu essaies juste de rejeter la faute parce que tu as oublié de renouveler l'ordonnance. Preston a fait irruption par les portes ensuite, sa petite amie Stéphanie sur ses talons. Je savais que ça arriverait, dit-il fort. J'ai dit au juge que tu ne pouvais pas gérer la responsabilité. Quand Mera se rétablira, je déposerai une demande de garde d'urgence pour les 2 enfants. Si elle se rétablit, ajouta ma mère, sa voix portant ce ton particulier de fausse préoccupation qu'elle avait perfectionné au fil des décennies. Avec ce niveau de manque d'oxygène, il pourrait y avoir des lésions cérébrales. Pauvre enfant, abandonné par la seule personne qui devrait la protéger. Jonah a de nouveau tiré sur ma manche. Maman, devrais-je leur montrer la vidéo maintenant? Avant que je puisse répondre, le docteur Patel est apparu à l'entrée. Son visage m'a tout dit avant même qu'elle ne parle.
Mes jambes ont cédé et Gareth a dû me rattraper alors que les mots du docteur Patel détruisaient mon monde. Vera, je suis tellement désolé. Nous avons fait tout notre possible. Le manque prolongé d'oxygène a provoqué un arrêt cardiaque. Nous avons travaillé sur elle pendant 90 minutes, mais nous n'avons pas pu la ramener. Mera est décédée à 23h47. Le son qui est sorti de ma bouche n'était pas humain. C'était le son de l'âme d'une mère arrachée de son corps. Preston a même reculé. Même Stéphanie s'est mise à pleurer. Mais ma mère, ma propre mère, a redressé les épaules et a dit « Voilà le résultat de la négligence. » J'espère que vous avez tous été témoins de ce qui arrive quand les mères se font passer avant leurs enfants. Jonah s'est levé, des larmes coulant sur son visage, et a tenu son téléphone bien haut. C'est toi qui l'as tué, grand-mère. J'ai tout sur vidéo. Tu as pris son inhalateur à 16h23. Tu as dit qu'elle simulait à 16h31. Tu n'as pas voulu le lui rendre même quand elle est devenue bleue à 16h47. Tu as fait supplier maman pendant que Mera mourait à 17h19. Tu as tué ma sœur et j'ai filmé chaque seconde. Le silence s'est fait dans la salle d'attente. Le visage de ma mère est passé de l'autosatisfaction au choc. Jonah, mon chéri, tu ne comprends pas ce que tu as vu. Je comprends parfaitement, a dit mon fils de 10 ans avec une clarté qui a stupéfié tout le monde. Je comprends que tu te souciais plus de punir maman que de sauver Mera. Je comprends que tu es une meurtrière. Et je comprends que tout le monde doit voir exactement ce que tu as fait. Il m'a regardé, son jeune visage vieilli par le chagrin et la détermination. Maman, nous devons appeler la police. Grand-mère doit répondre de ce qu'elle a fait à Mera. Elle doit faire savoir la vérité à tout le monde. 3 jours plus tard, nous étions de retour dans cette église, et Jonah venait d'annoncer qu'il avait la preuve vidéo de ce qui s'était réellement passé. Toute la congrégation était assise, figée, attendant de voir si un garçon de 10 ans allait vraiment exposer sa grand-mère aux funérailles de sa sœur. C'est déplacé, dit le pasteur Whitman, s'avançant de la chaire. Peut-être devrions-nous en discuter en privé après le service. Non, dit fermement Jonah, son petit doigt planant au-dessus de l'écran de son téléphone. Tout le monde ici vient d'entendre grand-mère et Preston blâmer ma mère pour la mort de Mera. Il mérite de savoir la vérité. Ma sœur mérite que les gens sachent la vérité. Ma mère se leva, son visage passant par toute une gamme d'émotions, comme un téléviseur détraqué. Jonah, mon chéri, tu es confus et en deuil. Pourquoi ne t'assois-tu pas pour laisser les adultes gérer ça? Comme tu as géré la crise d'asthme de Mera, demanda Jonah. L'église halta collectivement. Il appuya sur play. Le système de sonorisation de l'église, toujours connecté au système de microphone sans fil, a capté le son de son téléphone par une sorte de miracle technique. Soudain, la voix de ma mère a rempli le sanctuaire, claire et indéniable. Arrête d'être si dramatique, Mera. Tu ne récupéreras pas cet inhalateur avant d'avoir bien rangé ta chambre. Ces faux problèmes de respiration ne marcheront pas avec moi. Puis la voix de Mera, petite et effrayée, grand-mère, s'il te plaît. Je respire pas bien. C'est je ne respire pas bien. Et si, tu peux. Tu parles, n'est-ce pas? Si tu peux parler, tu peux respirer. Maintenant, lève-toi de ce sol et va ranger ta chambre. Le son d'une respiration laborieuse a envahi l'église. Plusieurs personnes dans les bancs ont commencé à pleurer. J'ai vu Madame Patterson, qui avait enseigné à Mera au catéchisme, couvrir sa bouche d'horreur. La vidéo a continué. Grand-mère, elle devient rouge, dit la voix de Jonah de derrière la caméra. Elle a vraiment besoin de son inhalateur. Ne t'y mais pas toi aussi, Jonah. Je reconnais une fausse maladie quand j'en vois une. Ta mère faisait les mêmes coups quand elle était jeune. C'est un comportement appris et je ne l'encouragerai pas. Des bruits d'avance rapides ont indiqué que Jonah passait un passage. Puis ma voix a éclaté dans les haut-parleurs, désespérée et brisée. Maman, où est son inhalateur? À l'abri des petites filles manipulatrices qui utilisent des conditions médicales pour se soustraire à leurs responsabilités. Regarde cette caméra, Vera. Dis à tout le monde quel échec tu es en tant que mère. Maman, elle est en train de mourir. Elle fait la comédie. Mais tu sais quoi? Rendons cela utile. Regarde cette caméra et admets que tu es une mère inapte ou je dirai au juge que tu l'as laissé faire une crise d'asthme par négligence. À toi de choisir, Vera. Avoue ou tu perds tes 2 enfants. Le son de mes sanglots a rempli l'église. Ma voix brisée et désespérée. D'accord. Je suis une mère horrible. Je suis égoïste. Je travaille trop. Je fréquente des hommes.
Tout ce que tu veux que je dise, dis-moi juste de me donner son inhalateur. Sois plus précise. Parle-leur du week-end dernier. J'ai eu un rendez-vous. Je les ai laissés avec une babysitter. Je suis une personne horrible, maintenant s'il te plaît, donne-moi l'inhalateur. Il est dans mon sac. Mais je pense que nous avons tous appris quelque chose sur les conséquences aujourd'hui. Puis la voix de l'ambulancier, professionnelle mais avec une pointe de colère à peine contenue. Madame, êtes-vous en train de dire que vous avez délibérément retenu un médicament d'urgence à cet enfant? Je lui apprenais une leçon sur la manipulation. Cet enfant est en arrêt cardiaque parce qu'elle ne pouvait pas respirer. Vous avez retenu un médicament vital. Comprenez-vous cela? La voix de ma mère, toujours provocante. Elle faisait du cinéma. J'ai élevé des enfants. Je connais la différence. Jonah a arrêté la vidéo. L'église était absolument silencieuse, à l'exception des pleurs provenant de plusieurs bancs. Ma mère se tenait figée, le visage blanc comme du papier. Preston s'était affalé sur son siège, la tête entre les mains. Oncle Garrett s'était physiquement éloigné de ma mère, entraînant Félicia avec lui. Il y a encore 41 minutes, dit Jonah calmement. Voulez-vous entendre la partie où le médecin dit que Mera aurait pu vivre si elle avait eu son inhalateur ne serait-ce que 5 minutes plus tôt? Ou la partie où grand-mère dit à la police que maman a dû cacher l'inhalateur elle-même pour la faire passer pour une mauvaise personne? Le pasteur Whitman est descendu lentement de la chaire. Ranata, est-ce vrai? Avez-vous vraiment refusé un médicament à un enfant en pleine crise d'asthme? La bouche de ma mère s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson, cherchant de l'air. Ironique, vu ce qu'elle avait fait à Mera. Elle simulait, a-t-elle finalement murmuré. Elle devait simuler. Je connais mes petits-enfants. Je sais quand ils mentent. Tu ne savais rien, me suis-je levé, ma voix portant une force que je ne me connaissais pas. Tu ne savais rien de ma fille, sauf comment lui faire du mal. Tu l'as tuée parce que tu voulais me punir. Tu as tué une fillette de 8 ans pour prouver un point sur la discipline. Les policiers qui assistaient aux funérailles en uniforme, des amis de l'hôpital, se sont levés et se sont dirigés vers ma mère. L'agent Reynolds, qui avait entraîné l'équipe de baseball de Jonah, a parlé doucement mais fermement. Madame, nous allons devoir vous demander de nous accompagner. Cette vidéo constitue une preuve de négligence criminelle ayant entraîné la mort. Alors qu'ils emmenaient ma mère hors de l'église, elle s'est retournée une dernière fois. Elle simulait, a-t-elle dit à la congrégation. Les enfants simulent la maladie. Ils manipulent. Je lui apprenais à être forte. Les portes de l'église se sont refermées derrière elle, et le silence qui a suivi était assourdissant. Les funérailles se sont terminées dans le chaos. La moitié de la congrégation a suivi les voitures de police à l'extérieur tandis que d'autres nous entouraient, Jonah et moi, s'excusant, pleurant, demandant comment ils pouvaient aider. Le pasteur Whitman a dû abandonner son sermon préparé et a plutôt dirigé une prière pour l'âme de Mera et la guérison de notre famille. Preston est parti sans dire un mot, Stéphanie sur ses talons, leurs deux visages abasourdis. Oncle Garrett s'est approché de moi, les larmes aux yeux. C'était la première fois que je le voyais pleurer depuis notre enfance. Vera, je suis tellement désolé, dit-il en me serrant dans ses bras. Je l'ai cru. J'ai toujours cru en elle. Que Dieu me pardonne. Je l'ai aidé à témoigner contre toi au tribunal. Je pensais que tu étais juste trop sensible à ses conseils parentaux. L'enquête policière a progressé rapidement. La vidéo enregistrée par Jonah était une preuve irréfutable. Ma mère a été accusée d'homicide involontaire et de mise en danger d'enfant. Au cours de l'enquête, d'autres histoires ont fait surface. Ma cousine Rita s'est manifestée pour raconter comment ma mère avait refusé de donner à son fils son EpiPen lors d'une réaction allergique, prétendant qu'il était dramatique à propos d'une petite éruption cutanée. La réaction avait évolué vers un choc anaphylactique complet avant que Rita n'arrive et n'administre elle-même le médicament. 3 autres parents ont partagé des histoires similaires, toutes avec le même schéma. Ma mère décidant que les problèmes médicaux étaient des problèmes de comportement nécessitant de la discipline, pas un traitement. Le procès a duré 6 semaines. L'avocat de la défense de ma mère a tenté de faire valoir qu'elle croyait sincèrement que Mera simulait, qu'il s'agissait d'une différence de style parental entre les générations, mais l'accusation a diffusé la vidéo complète de Jonah, c'est 43 minutes. Le jury a vu ma mère faire calmement ses mots croisés tandis que Mera haletait en arrière-plan. Ils l'ont entendu me dire d'arrêter d'être hystérique alors que je pratiquais la réanimation cardiopulmonaire sur ma fille. Ils l'ont vu essayer de supprimer la vidéo du téléphone de Jonah quand elle pensait que personne ne regardait à l'hôpital.
Elle a été condamnée à 5 ans de prison. Alors qu'on l'emmenait, elle m'a regardé une dernière fois et a dit « J'essayais de la rendre forte ». Même alors, même après tout, elle ne pouvait pas admettre qu'elle avait tort. Elle ne pouvait pas dire pardon. Elle ne pouvait pas reconnaître que son besoin de contrôle avait tué mon bébé. Preston a retiré sa demande de garde le lendemain des funérailles. Il s'est présenté à ma porte avec des papiers me donnant la garde complète et augmentant la pension alimentaire. J'avais tort, dit-il, incapable de me regarder dans les yeux. J'étais tellement en colère à propos du divorce que je voulais te faire du mal. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse arriver. Je suis désolé, Vera. Je suis tellement désolé pour tout. Jonah et moi avons déménagé en Oregon 6 mois plus tard. Nous avions besoin d'un nouveau départ, loin de la maison où Mera était morte, loin des gens qui nous regarderaient toujours avec ce mélange de pitié et de curiosité. J'ai obtenu un poste de jour dans un plus petit hôpital. Jonah a commencé dans une nouvelle école où personne ne connaissait notre histoire. Nous allions en thérapie 2 fois par semaine, parfois ensemble, parfois séparément. « Pourquoi l'as-tu filmé ?» ai-je demandé un jour à Jonah lors d'une séance commune. « Parce que grand-mère avait déjà été méchante avec Mera avant, dit-il simplement. De petites choses. Lui enlever son dessert quand elle disait qu'elle avait mal au ventre, la faire courir des tours quand elle disait que sa poitrine était serrée. Je savais que quelque chose de grave pourrait arriver. Je voulais une preuve au cas où personne ne nous croirait. Mon fils de 10 ans avait protégé sa sœur de la seule manière qu'il connaissait. Et cela n'avait toujours pas suffi. Mais c'était suffisant pour me protéger d'une vie de reproches. Suffisant pour assurer la justice. Suffisant pour montrer au monde qui avait vraiment failli à Mera cette nuit-là. Nous visitons la tombe de Mera 1 fois par mois. Nous apportons des marguerites parce que c'était ses fleurs préférées. Et nous lui parlons de notre nouvelle vie. Jonah lui parle de sa nouvelle école, de ses tournois d'échecs, de l'ami qu'il s'est fait qui aime aussi l'astronomie. Je lui parle de la fondation pour l'asthme pédiatrique que j'ai créée en son nom, garantissant aux familles à faible revenu l'accès aux inhalateurs d'urgence. Nous avons distribué plus de 3000 inhalateurs jusqu'à présent. La semaine dernière, Jonah a dit quelque chose qui m'a brisé et guéri le cœur en même temps. Maman, Mera serait fière de nous. On a dit la vérité. On s'est assuré que tout le monde sache ce qui s'est passé et on aide d'autres enfants à ne pas mourir comme elle. C'est ce qu'elle aurait voulu. Il a raison. La vérité n'a pas ramené Mera, mais elle a empêché ma mère de faire du mal à un autre enfant. Elle a montré au monde que parfois, le vrai danger vient de ceux qui prétendent nous aimer le plus. Elle nous a appris que la documentation peut être une protection, que la voix des enfants compte, que lorsque quelqu'un dit qu'il ne peut pas respirer, on le croit immédiatement. Ma fille est morte parce que quelqu'un a décidé que son urgence médicale était un problème de comportement. Prenez le temps d'y réfléchir. Combien d'enfants souffrent en silence parce que les adultes rejettent leur douleur? Combien n'y survivent pas? Combien de parents sont blâmés pour des tragédies qu'ils ont désespérément essayé d'empêcher? C'est l'histoire de Mera, mais c'est aussi un avertissement. Écoutez vos enfants. Croyez en leur douleur. Faites confiance à leur détresse. Et ne laissez jamais personne vous faire douter de vos instincts quand votre enfant a besoin d'aide. Ces instincts existent pour une raison. Ils sont la différence entre la vie et la mort. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Commentez ci-dessous avec vos pensées et vos expériences. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires de vie puissantes qui mettent en lumière des vérités importantes. Rappelez-vous, partager ces histoires pourrait sauver une vie. On ne sait jamais qui a besoin d'entendre que ses instincts sont valides, que sa douleur est réelle et qu'il mérite d'être cru.